En 1929, Simone Louise de Pinet-de-Borde des Forêts passe son permis de conduire à l'âge de 19 ans. Dès l'année suivante, elle participe avec succès et sans accident à des courses automobiles et à des rallyes pendant près de 30 ans. C'est elle qui donna son nom à cette célèbre citation « En voiture Simone ». Coucou à tous, on reprend la route direction sud. On part pour Couvain où deux personnes hautes en couleur nous attendent. On fait d'abord escale chez Angélique à Petigny qui s'est installée comme chapelière modiste. Pourtant, rien ne l'a prédestinée à cela. À la base, elle est sapeur-pompière et française. Mais voilà, les aléas de la vie l'ont conduite ici. Elle nous ouvre les portes de son atelier. Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Donc je me présente, ici vous êtes chez les Chapeaux d'Angélique. C'est un atelier modiste chapellerie. C'est un artisanat qui m'est venu depuis pas mal d'années, mais qui, suite à un changement de profession, se concrétise complètement. Donc je fais aussi bien du chapeau cérémonie, chapeau folklore, du chapeau pour hommes, pour femmes. Parce que les gens pensent parfois que les chapeaux ne vont pas, je dirais que je fais des chapeaux pour toutes les têtes. Donc qu'une personne vient, que ce soit pour acheter un chapeau ou une casquette ou pour faire un chapeau pour une cérémonie, en général je laisse regarder un petit peu, je demande un petit peu ce pourquoi la personne vient, homme ou femme. Si c'est pour une cérémonie, la première chose ou autre chapeau, la première chose que je demande aux gens, c'est s'ils ont déjà porté le chapeau. Et donc soit les gens me disent oui, ils connaissent un petit peu, soit les gens me disent non. Et là, à ce moment-là, je les oriente en leur faisant essayer des chapeaux que l'on ne trouve pas partout. Donc, que ce soit dans les grandes distributions ou dans certaines chaînes de magasins, des formes que l'on ne trouve pas partout. Et en général, les gens se rendent compte que, ah ouais, tout compte fait, le chapeau, cette forme me convient, mais cette forme ne me convient pas, alors que j'aurais pensé le contraire. Ça permet aux gens de leur faire découvrir que ce n'est pas que ça, le chapeau. Je leur montre aussi les matières. Et après, en fonction de ce que la dame, par exemple pour un chapeau cérémonie, la dame veut, en fonction de la couleur, en fonction de son budget, je vais l'orienter vers quelque chose et lui montrer. J'ai toujours été attirée par les grandes robes, les jupons, les grands chapeaux, un peu l'époque victorienne, donc l'époque anglaise. Depuis toute petite, je regarde les films, ou plus, je dirais un peu plus sur le côté un peu gothique victorien. Et j'ai ouvert mon auto-entreprise en 2010 parce qu'un jour, donc je côtoyais les marchés médiévaux, les salons. Je faisais mes chapeaux moi-même, et on m'a dit mais pourquoi pas, tente. Voilà, qui ne tente rien à rien. Donc ici, vous êtes dans l'atelier, là où je prépare les chapeaux, que ce soit des chapeaux en paille, que des chapeaux en feutre moulé, en sisal. Donc on travaille avec différentes matières, différents supports. Donc par exemple, je vais vous montrer ici une partie des moules à chapeaux qui sont en bois. Certains sont d'époque, j'ai des moules qui datent des années 40, certains avant-guerre, d'autres après-guerre. On peut associer différentes parties pour faire un chapeau. Par exemple, ici, vous avez une calotte qu'on peut associer à une passe qui est beaucoup plus basse pour faire un chapeau complet ou juste travailler avec la calotte. Ça va dépendre du modèle de la personne. Donc on peut travailler des matières naturelles qui sont comme par exemple ici le sisal, où là on fait beaucoup de chapeaux cérémonie. On a aussi ici ce qu'on appelle le ginsil, qui sont aussi pour les chapeaux cérémonie. En général, ces matières-là, on fait beaucoup de plissage, soit pour les décorations, mais on ne peut pas mouler complètement. On peut aussi travailler ce qu'on appelle le buntal. Donc là, pareil, on fait en général ce qu'on appelle des turbans. Donc pour les cérémonies, et après on le travaille un petit peu en le formant, mais on ne peut pas mouler de chapeau avec. Ce sont vraiment
plus, je vais dire, pour sculpter. Maintenant, je fais aussi tout ce qui est de la casquette cousue, je travaille les pailles l'été, enfin je travaille toutes les matières et notamment je me tiens aussi tout le temps informée des nouvelles matières sorties et je suis toujours en formation continue pour justement pouvoir travailler correctement ces matières. Je suis allée à l'école à me former, donc j'ai mes diplômes. Mais il est difficile pour quelqu'un de lambda, quand vous rentrez dans un magasin, de différencier le Made in China ou ailleurs d'un chapeau qui est fait main. Nous, on le voit parce qu'à force de manipuler les matières, de voir. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de différence ou de logo. Donc n'importe qui peut vendre un chapeau, dire c'est moi qui l'ai fait. Alors que c'est une pièce achetée sur tel site, il plante une plume, il y met un ruban et il a le droit de dire c'est moi qui fais. Ici, il y a un chapeau accessoire mariage qui a été commencé il y a 2-3 jours maintenant. Donc là, je laisse un peu les plumes se fixer. Et après, je verrai si on ne peut pas les travailler ou les replacer si au besoin. Maintenant, les chapeaux commandés ou les chapeaux que je fais, je ne fais pas en une seule fois. Je laisse mûrir l'idée. En général, j'épingle, je laisse 2-3 jours. Et le fait de passer devant, de repasser, de voir le chapeau sous différents angles et de réfléchir la nuit, ce qu'on dit que la nuit porte conseil. En général, je me dis, tiens, ça c'est pas bien ça, je devrais changer. Ou ça, Voilà, un chapeau ne se fait pas en une journée. Le fait de sortir quelque chose d'une matière brute, c'est toujours à chaque fois pour les gens, waouh, c'est beau, c'est merveillant, c'est voilà, c'est quelque chose, une petite part de soi qu'on met. Et ce qui est, quand on voit les gens contents, les dames contentes de leur chapeau, qu'elles se trouvent belles, voilà, je pense que c'est déjà un beau pari et une belle réussite. On reprend la route pour quelques kilomètres, direction Mariembourg. Savez-vous que derrière une façade on ne peut plus classique se cache un jardin japonais? Son propriétaire, Pascal Robert, qui est un véritable passionné du Japon, est ébéniste. Il ne compte pas ses heures dans le jardin et comme il le dit si bien, ses vacances toute l'année. Bonjour. Bonjour madame. Ici à Mariembourg, dans mon jardin japonais, j'ai une tradition, c'est de faire frapper sur le gong à chaque personne qui vient visiter le jardin. S'il vous plaît. Merci. Comme au départ, je ne voulais pas faire un jardin japonais, je voulais faire juste un coin avec un peu d'eau pour donner un peu de bruit dans le jardin. Et puis de fil en aiguille, ça a venu comme ça. J'ai fait en deuxième année, j'ai fait ça. Puis la troisième année, j'ai fait la maison de thé. Et puis j'ai fait le pont. J'ai jamais été au Japon, j'aimerais bien y aller au moins une fois dans ma vie. Mais on peut pas dire que je lis beaucoup, j'ai même pas internet. Je fais tout par imagination, avec l'aide de mon fils. Voilà. Ouais, pour surlier ce qu'il y a le compteur là derrière. La façade est trompeuse et quand on ouvre les portes aux personnes inconnues, c'est on n'est pas censé savoir trouver ça là derrière, c'est incroyable. Il y a beaucoup de gens qui ont été stupéfaits par ce jardin, beaucoup. C'est des pierres qui viennent de Thaïlande. Par exemple, celle-ci, c'est une pierre thaïlandaise qui fait 621 kg. L'autre qui est juste derrière, elle fait 767 kg. Et tout ça, ça a été rentré à la force des bras, à la main, avec mon fils, mon père, et un ami, on était à 4. Votre métier, c'est de travailler le bois? Mon métier, moi je suis ébéniste, oui. Oui. Ça fait 35 ans que je suis dans le métier. Et après, quand je serai passionné, là je vais me consacrer à 100% au jardin. Et à ce moment-là, je pourrai aller au Japon.
Et peut-être qu'il y aura encore du changement dans le jardin, suivant les idées que je trouverai là-bas. Une fois que je suis dans le jardin, je ne pense plus à rien, je ne pense à rien d'autre. Je suis au jardin, c'est le jardin, le téléphone peut sonner, je ne décroche pas. D'ailleurs, je ne l'ai pas avec moi dans ma poche, il est toujours dans la maison. Quand je suis au jardin, c'est pour le jardin, rien d'autre. Ici, ben, j'ai voulu faire une rivière, mais sans eau, donc ça s'appelle une rivière sèche, tout fait avec des galets qui ont été assemblés, mis un par un, enfoncés au maillet en caoutchouc, sur un lit de gravier. Donc ceci, c'est votre matériel? Oui, c'est tailler? Oui, c'est un ciseau pour tailler les feuilles et les petites branches. C'est des ciseaux qui viennent du Japon. À chaque fois que je taille un arbre, je suis obligé de désinfecter les lames pour ne pas, parce que si un arbre a une maladie, pour ne pas porter la maladie à l'autre arbre. Ça se taille souvent, un bonsaï? Une fois par an, les azalées, c'est une fois par an, c'est toujours après la floraison. Cette azalée ici, elle a plus de 50 ans. J'en ai une plus vieille là-bas qui a presque 100 ans. Bon. Donc, à chaque fois, il faut pincer une feuille ici. Il faut couper et laisser 2 ou 3 feuilles. Pour que la lumière sache pénétrer à l'intérieur de l'arbre. Parce qu'autrement, si la lumière ne passe pas, les feuilles qu'il y a ici à l'intérieur, elles vont tomber forcément. C'est tous les jours. Je rentre à 5h, à 5h02, je suis dans le jardin jusqu'à 7-8 heures. C'est au minimum 2 ou 3 heures par jour. On se quitte ici, belle semaine, on se retrouve très prochainement sur les routes. À bientôt!